Alors, attends, il y a Tristan qui est en salle d'attente. C'est le moment où il faut que je fasse portier. Ah, tac, 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 tac. Hop, c'est bon, vous voyez bien mon écran? Bonjour tout le monde. Super. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bon, je vous propose de commencer sans plus attendre par la première partie. On a remis notre icebreaker classique. Si vous avez déjà participé, n'hésitez pas à présenter un autre jeu. C'est l'occasion d'en découvrir de nouveaux. Donc, vous pouvez participer dans le chat ou vous pouvez participer directement d'ailleurs à l'oral. Hein. Je crois qu'on n'est pas encore trop nombreux. Donc, c'est toujours plus convivial comme ça. Comme ça permet aussi d'attendre que les retardataires. Salut Adrien, je connais pas ce jeu. Ouais, c'est Je une note. blague en fait, parce que du coup, c'est le dernier jeu que m'a. Voilà, c'est l'occasion de. Et bon réflexe de Laurent, effectivement, n'hésitez pas à partager votre profil LinkedIn si vous avez envie de continuer les échanges par la suite. C'est aussi une bonne idée. C'est une bonne idée ce qu'a fait Marion de mettre un peu votre profil en même temps que le jeu. Ça permet aux gens de voir un peu qui fait quoi ou qui s'intéresse à quoi. Complètement. Du coup, Run on Empire. Ok. Kitchen Rush, j'adore, mais c'est pas évident. Kitchen Rush, c'est celui avec beaucoup de matos, hein, c'est ça? C'est vrai, avec les petites pièces en bois, c'est magnifique. Avec les sabliers, hein, c'est ça? Ouais. C'est ça. Yes. Super. Dave the Tentacle. Salut Auréline. Alors, Day of the Tentacles, je ne connais pas non plus, mais c'est un jeu pixelisé récent ou c'est vraiment un vieux jeu qui du coup est pixelisé? Non, il est vieux, très très vieux. Okay. 90. Ouais, 90, je dirais, ouais. Lucas Arts. C'est un vieux point and click. T'as fini le jeu, mais sans solus. T'as tout réussi toute seule. Oui. Wow. Bon, avec ma soeur et mon frère, hein, j'y jouais quand j'étais toute petite. Ouais, Codename, c'est bien aussi. Ouais. C'est des jeux sympas. Du coup, il y a Vincent qui parle donc du jeu dont vous êtes le héros, la vie. Est-ce que Vincent, tu as gamifié du coup ta vie ou c'est juste naturellement, voilà, ça représente un jeu pour toi? L'audio. Une entrée remarquée. Ouais, c'est bon là? Ouais. C'est bon. Désolé. Ouais, alors comment j'ai gamifié ma vie? Une bonne question. Bah, en fait, tout est un défi pour moi et j'aime pas me prendre au sérieux. Ou plutôt, j'aime traiter les sujets sérieux avec beaucoup de dérision et inversement. Les sujets drôles avec beaucoup de sérieux. Voilà comment je m'amuse.
Ça marche, merci. Je pense que le sujet un peu gamification de sa vie, lifestyle et ce genre de choses, je pense que ça peut être un sujet intéressant pour un prochain café. Il y a quelques personnes qui sont spécialisées là-dedans, notamment à l'étranger. Ok, bah, j'ai l'impression en tout cas que tout le monde s'est présenté, donc je vous propose qu'on passe un petit peu à la suite, un petit peu au programme du coup de ce deuxième café de la gamification, parce que c'est déjà le deuxième. Donc, pour rappel, l'idée du café de la gamification, c'est de se retrouver mensuellement pour discuter de gamification, répondre à vos questions, ou répondre ensemble à des questions qu'on se pose sur la gamification. La dernière fois, c'était un format qui était un petit peu descendant. On avait récolté pas mal de questions et on y avait répondu en essayant d'avoir un rythme assez rapide sans pour autant survoler les questions. On avait répondu comme ça avec Mickaël. Il y a un replay qui est disponible si vous voulez sur YouTube. Cette fois-ci, on tente une nouvelle version. On va tout d'abord avoir une présentation d'une mini-étude de cas qui a été réalisée par des personnes de la communauté Feedback avec Adrien qui va nous présenter tout ça juste après. Et ensuite, dans un second temps, on a resélectionné des questions qui se posent sur la gamification et on vous propose, vu qu'on est quand même assez nombreux à pratiquer, de finalement se repartir en petits groupes et d'y réfléchir ensemble et du coup de faire une restitution collective en fin de café de la gamification. Voilà pour le programme. Je vous propose de commencer directement par la petite étude de cas. Puis ensuite, on vous réexpliquera un petit peu les différentes questions, etc. Hop. Du coup, on est parti sur un exemple avec Duolingo. Adrien, tu es prêt? Yes, avec plaisir. Tu me dis pour passer les slides. Ouais, ok, super. Et bah, écoutez, bonjour à tous. Donc, avec Alexandre et Margot, on a fait une petite étude de cas justement pour illustrer à toutes les personnes qui nous demandent ce que c'est que la gamification, justement, ce que c'est et pour pouvoir différencier le jeu de la gamification en tant que telle. Donc, on va parler de Duolingo. Duolingo, qu'est-ce que c'est? C'est une application pour apprendre des langues en s'amusant. Et donc là, juste très rapidement, est-ce que vous pourriez nous mettre dans le chat, ceux qui ont déjà utilisé l'application, quelle langue est-ce que vous avez appris? On voit un peu si vous êtes des utilisateurs ou pas. Donc, Mickaël a appris l'italien, ouais, merci. L'anglais pour la fille de Vincent. Le portugais pour Alexandre, bah ouais. L'anglais pour Marion. OK. Donc, vous êtes quelques-uns à savoir l'allemand et l'occitan. OK. Donc, deux langues. Donc, effectivement, merci Laurent. Duolingo, ça permet d'apprendre. Il y a des dizaines et des dizaines de langues qu'on peut apprendre. On peut même apprendre des langues imaginaires comme la langue de Star Trek, etc. C'est une application qui a plus de 300 millions d'utilisateurs. C'est une application qui marche très, très fort. Et elle marche très, très fort, selon nous, parce que notamment, elle a été gamifiée. Donc, bah justement, c'est l'occasion de voir quels sont ces mécanismes qui ont fait le succès. Donc, l'objectif pour Duolingo est de nous faire revenir régulièrement dans l'application, puisque c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, un des mécanismes, donc là, on va étudier seulement 3 mécanismes. Duolingo utilise un panel de mécanismes, on va en étudier que 3. Le premier d'entre eux, c'est donc la série. La série, qu'est-ce que c'est? En fait, dans Duolingo, on se fixe un objectif et puis on doit réaliser le nombre d'exercices qui correspond à l'objectif qu'on s'est fixé au début quand on veut apprendre une nouvelle langue. Chaque jour, quand on réalise notre objectif, eh bien, on gagne une flamme. Et chaque jour consécutif où on se connecte et on réalise notre objectif, le petit numéro sur la flamme s'incrémente. Et si un jour on ne se connecte pas ou qu'on ne réalise pas notre objectif, eh bien, le compteur retourne à 0. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Chaque jour, on se connecte et on se connecte pour justement continuer de voir incrémenter le compteur et qu'il ne retombe pas à 0. Et donc, quel mécanisme, quel ressort psychologique est-ce que ça utilise en nous? C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Et donc, on va continuer l'expérience pour ne pas perdre ce qu'on a déjà acquis, même si en soi, ça ne nous fait pas mieux apprendre la langue, probablement. Mais on joue non pas parce que le moteur, voilà, c'est d'apprendre la langue, mais parce que notre moteur, ça devient que ce compteur ne retourne pas à 0. Donc, nous, ce qu'on voit dans cet élément-là, et c'est ce qu'on propose dans la troisième partie, c'est donc il y a un risque de démotivation. Si, pour X raison, l'utilisateur il part en vacances et qu'il
n'a pas utilisé l'application et que le compteur revient à 0 alors qu'il était déjà à 150 jours d'affilée, et ben là, il va être super démotivé et il va oublier qu'il se connectait sur Duolingo pour apprendre une langue et il va du coup être démotivé et ne plus se reconnecter du tout. Donc, comparé à ça, Duolingo a mis en place un système de gel qui permet justement à acheter ou à acheter contre des points qu'on a gagnés dans le jeu au fur et à mesure. Donc ça, voilà, ça c'est un mécanisme qui existe, donc la série. Et effectivement, je vois dans le chat qu'il y en a qui précisent qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres applications qui ont le même système. Et justement, donc, comme le disait Snapchat, comme le disait Mickaël pour Snapchat et Vincent, apparemment d'autres. Quelques exemples que nous, on a identifiés. Dans Snapchat, donc c'est une application, vous connaissez probablement, qui permet de s'envoyer des messages et des vidéos. À chaque fois qu'on échange un message quotidien consécutif à la même personne, eh bien, on a une petite flamme avec cette personne. Donc, forcément, on va être tenté, pour entretenir la flamme avec la personne, d'échanger des messages. Donc, c'est une manière de nous engager dans ce processus-là. Autre idée, c'est Pokémon Go. Peut-être que vous l'avez utilisé. C'est une application de divertissement. Et on doit capturer des Pokémon. Et chaque jour d'affilée où on capture un Pokémon, on enregistre un pas de plus de notre série. Et donc, et voilà, donc la particularité de Pokémon Go, c'est qu'on ne peut pas perdre sa série en cours. Mais on l'incrémente bien si on se connecte chaque jour d'affilée. Donc voilà des petits exemples autour donc, de la série et de l'aversion à la perte. Autre ressort psychologique et donc autre technique pour maintenir l'utilisateur, c'est tout ce qui va être badge. Donc les badges, je crois qu'on les connaît tous. C'est à chaque fois qu'on réussit un exercice, c'est une série d'exercices dans une catégorie. Duolingo nous offre le badge. Donc on peut voir sur la petite image qu'il y a des badges qui sont dorés quand on a surpassé l'exercice et qu'on l'a fait. Et on peut voir qu'il y a des badges qui sont colorés, c'est quand on les a débloqués et qu'on a commencé à travailler dessus. Puis il y a des badges qu'on voit légèrement tout en bas qui sont grisés et qui nous permettent de voir que ce sont des badges à atteindre et à gagner quand on continue l'application. Donc, la collection de badges, qu'est-ce que ça nous intéresse quand on joue, j'allais dire, mais quand on apprend en fait, parce que c'est une application où on apprend plus qu'on joue. Eh bien, la collection de badges, c'est générer en nous un sentiment de maîtrise, de compétence, et à vrai dire, c'est agréable, c'est gratifiant d'avoir complété donc, un ensemble et d'avoir un badge qui symbolise qu'on a complété ça. Donc, on va chercher à collectionner tous les badges du jeu et justement de maîtriser tous les aspects d'une langue. Ça, c'est un mécanisme qui est assez classique dans la gamification, mais justement, c'est parfois un mécanisme qui est surutilisé et on voit, donc il y avait, donc on voit par exemple, là, merci, dans le chat, je vois l'application Blablacar, effectivement, on gagne un badge, on devient super conducteur quand on a fait un certain nombre de trajets. Chez les scouts, effectivement, on gagne des médailles à chaque fois qu'on a réalisé des bonnes actions. On voit que la médaille, le diplôme est très présent dans notre vie courante et dans le monde du jeu. Mais pour que ça ait de la valeur, il faut qu'on ait réalisé une action qui se mérite. Et si on gagne des médailles à tort et à travers, parce qu'on s'est connecté 5 minutes à un site web, automatiquement, on gagne une médaille. Ou comme par exemple, c'est Alexandre qui nous citait cet exemple de la SNCF qui, à chaque fois qu'on prend un trajet en train et que le train dépasse 300 km/h, on gagne la médaille d'avoir dépassé 300 km/h. Sauf que on n'a pas fait grand-chose pour mériter ça, d'une part. Deuxièmement, à chaque fois qu'on prend le train il dépasse 300 km/h. Donc, à chaque fois, il perd de sa valeur. Donc, il faut bien utiliser les badges à bon escient quand on les utilise. Alexandre, petite slide suivante. Donc, autre élément, effectivement, donc, troisième élément que nous, on identifie, même s'il y en a d'autres, c'est tout ce qui est coffre et donc et c'est les récompenses. En fait, après une série d'exercices, l'utilisateur, il gagne un coffre. Mais en fait, il ne gagne pas un coffre automatiquement, il gagne un coffre parmi 3.
Et donc là, on est dans un mécanisme qui est assez plaisant. On est sur un mécanisme d'aléatoire. On a l'impression qu'on met parce qu'on choisit l'un des trois coffres. On se dit qu'il faut essayer de choisir le meilleur. Et effectivement, quand le coffre s'ouvre et qu'on a une récompense et que la récompense est un peu supérieure à la moyenne des coffres qu'on a ouverts précédemment, on a un petit shot de dopamine, on est content et c'est un levier, donc l'imprévisibilité et la récompense qui est plaisant et qui est largement utilisé dans les différents jeux que vous connaissez, notamment les jeux de hasard. Et donc voilà, donc ce que nous on remarque et qui a été fait de manière assez bien trouvée, c'est qu'on ne gagne pas simplement un coffre de manière aléatoire. À un moment donné du jeu, on a réussi, on gagne un coffre, ce qui est plaisant en soi. C'est que non seulement ça, mais en plus, on a le choix 1 parmi 3. Et donc, on a cette sensation, cette impression de contrôle qui est assez plaisante. Donc voilà les 3 éléments qu'on avait identifiés. Et Alexandre, ouais. On voit sur ce petit schéma que vous connaissez peut-être probablement, qui répertorie 9 leviers de la psychologie humaine. Nous, on en a choisi 3, mais évidemment, peut-être que vous le savez, pour que le jeu soit prenant, quel que soit pour différentes typologies de joueurs, il faut avoir un espèce d'équilibre sur ces différents ressorts. Et donc, essayer de trouver des ressorts sur chacun des piliers, essayer de trouver des mécaniques sur chacun des ressorts est intéressant. Et Duolingo, d'ailleurs, pour ceux qui vont l'utiliser, utilise l'influence sociale, puisqu'il y a un réseau social qui permet de comparer les résultats à nos amis dans l'application. Il y a un sentiment de rareté, puisqu'on ne peut pas se connecter tous les jours autant qu'on veut. Il y a une durée limitée dans l'utilisation de la partie. On a un système relativement immersif et cohérent avec le hibou qui revient et qui est notre fil rouge tout au long de notre apprentissage. Donc, Duolingo a très bien fait les choses et on a vu là, à l'instant, 3 ressorts psychologiques particuliers. La version à la perte au début avec la série. On va se reconnecter tous les jours pour ne pas perdre notre progression. C'est la maîtrise avec les badges qu'on gagne au fur et à mesure qu'on complète notre progression. Et c'est plaisant d'avoir une petite récompense qui nous symbolise qu'on devient meilleur. Et finalement, la curiosité et l'imprévisibilité d'avoir des récompenses aléatoires qu'on peut choisir. Donc voilà, en quelque sorte, bravo d'avoir suivi jusqu'ici cette petite présentation. Merci à tous. Et puis, eh bien, si ça vous a plu, faites-nous des retours. On s'en nourrira pour la suite et pour d'autres études de cas, pourquoi pas encore sur Duolingo ou pourquoi pas sur d'autres études de cas. La question qu'on vous propose, si jamais vous souhaitez d'autres études de cas, lequel est-ce que vous souhaiteriez qu'on étudie parmi ceux-là ou d'autres dans le chat? Merci à tous pour votre attention. Je vous invite donc à répondre le petit sondage. Yes, ça part très très fort quand même pour une des options du sondage. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Il n'y a que toi qui vois, je pense, parce que tu es co-animateur. Yes, je laisse encore 15 sur 16 ont voté. Si la dernière personne, mais sinon je vais mettre fin. Allez, je vais mettre fin. De toute façon, c'est plutôt sans appel. Je vous partage le résultat. On a quand même LinkedIn très très loin devant. Donc je pense que ça donne une bonne idée d'une étude de cas qu'on pourrait faire dans les prochaines. LinkedIn, c'est un sujet super intéressant. Yes. Est-ce qu'il y a des petites questions peut-être sur l'étude de cas ou est-ce que... Du coup, l'étude de cas sera partagée après sur les réseaux sociaux aussi, donc vous pouvez la garder et voir la diffuser à d'autres personnes. Enfin, l'idée du coup, c'est d'avoir des petites capsules à chaque fois qui montrent des exemples de gamification. Ouais, Vincent? Est-ce que vous avez déjà une idée des critères que vous allez utiliser pour cette étude de cas? Sur LinkedIn, ouais. On dira forcément l'influence sociale, j'imagine, vu que c'est un réseau social. Après, c'est une bonne question. Et la barre de progression. Compétences et maîtrise, notamment avec la barre de progression, effectivement, et les statuts qu'on gagne.
Tout ce qui va être influence sociale, évidemment, c'est la base. Ouais. On en a déjà 3. Allez, on fait l'étude de cas en live. Moi, j'étais en train de me dire qu'il y a probablement une partie créativité aussi, parce qu'on fait quand même tout pour que l'utilisateur il crée ses propres posts, contenus, etc. Et il y a sans doute des façons de LinkedIn d'inciter à le faire. Ouais, Donc ça serait incitation. Les call to action pour pouvoir rajouter du contenu, compléter son profil. Ouais. Après, ça dépend ce qu'on regarde. Par exemple, sur le fait de passer premium, il y a beaucoup d'aversion à la perte aussi. En mode, il y a plein de gens qui ont vu ton profil, mais tu peux pas savoir qui, sauf si tu payes. T'as pas envie de louper l'opportunité, peut-être c'est des nouveaux clients, ou ce genre de choses. Donc, ça joue aussi. Bon, Adrien, je vois des remarques que c'était très clair, l'explication, et que les slides aidaient bien. Oui, c'est clair. Très bon. Et je vois Cécile qui nous met au défi de parler japonais, occitan et C++ pour le prochain café. Ça vous laisse un mois. C'est court. C'est court. Juste une remarque pour l'occitan. En fait, au Japon, il y a certaines universités qui enseignent encore l'occitan parce qu'au Moyen Âge, c'était la langue commerciale. Le latin, c'était pour la religion. Et l'occitan, c'était des échanges commerciaux. Et donc, il y avait déjà, on allait chercher des verres à soie au Japon. Donc voilà, c'est encore enseigné, même en C'est dans le Allemagne. game là. On dirait que tu vas démarrer le démarrage d'un nouveau jeu. Ça y est, on y est là. Bon. Du Et coup, la question de Thierry aussi sur les critères psychologiques, je la trouve assez intéressante. Sont-ils valables dans tous les cas de gaming? À vrai dire, dans toutes nos expériences, à partir du moment où on a envie de nous-mêmes de faire une expérience, et a fortiori dans le jeu où on essaie de nous garder engagés de bout en bout, oui, on va appuyer sur des ressorts psychologiques. Et du coup, c'est effectivement, enfin, je vois que du coup, tu parles de RSE. Effectivement, du coup, c'est des leviers qu'on va pouvoir utiliser, notamment pour inciter, par exemple, les collaborateurs en entreprise à passer à l'action, à s'engager dans les démarches du coup, qui sont mises en place par l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les utiliser ou que toutes sont présentes dans chaque application qui fonctionne. Il y en a toujours qui sont plus ou moins mises en avant. Là, c'est pour ça que Duolingo, par exemple, on avait mis la compétence et maîtrise, parce que dans l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur. Il y a des applications, par exemple Strava, qui jouent beaucoup là-dessus aussi, mais qui jouent beaucoup sur l'influence sociale. Et ben voilà, chaque outil, chaque support a ses propres spécificités. Est-ce que, donc c'est Thierry qui parle, est-ce que dans le serious game, justement, quand tu es univers professionnel, je dirais un peu sérieux a priori, est-ce qu'il y aurait certains critères psycho qui sont comment dire, mal vus à utiliser ou plus casse-gueule que d'autres? Alors, sur les critères psycho, je pense pas. Je pense que c'est plus après sur les éléments on va dire qu'on pourrait retrouver dans les critères. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça fait le lien avec la suite. Parce que du coup, on a sélectionné donc plusieurs questions sur lesquelles on peut réfléchir ensemble sur la gamification. Et oui, moi j'ai une question en lien avec ce qu'a dit Laurent. Est-ce qu'on peut considérer qu'un jeu est plus efficace auprès des joueurs quand justement il fait appel comme ça à plusieurs leviers des critères psychologiques? Est-ce que c'est ça qui va, enfin de façon empirique j'imagine, mais caractériser l'intérêt ou l'adhésion à un jeu? Oui, complètement. Après, chacun a sa grille de lecture, mais il y a effectivement différentes façons de regarder les éléments qui sont présents dans un jeu. Notamment Julien Alvarez qui a sa brique d'éléments ludiques, mais il y a d'autres travaux qui sont faits là-dessus. Et du coup, effectivement, on peut faire le lien entre l'appétence de certains profils par rapport à un jeu et les éléments qui sont présents. Donc, si forcément, c'est un peu plus compliqué que ça parce que les éléments ne sont pas complètement représentatifs de l'expérience globale. Un peu comme, je ne sais pas, dans la cuisine, le fait qu'il y ait des patates dans le plat que vous faites, ça ne veut pas dire que ce sera forcément des frites. Donc, je ne sais pas si la métaphore est claire, mais juste pour dire que ça peut prendre vraiment pas mal de formes différentes. Moi, juste pour compléter, justement, il y a 7 ou 8 ans, quand j'ai commencé à vouloir mettre du jeu dans mes cours, en fait, j'ai commencé petit avec un jeu de 7 familles, tout simple pour justement aborder les familles de matériaux, vu que j'enseigne donc la science des matériaux.
en génie mécanique, donc des étudiants qui ont le bac et qui se destinent à des professions voilà, de concepteurs en mécanique. Donc, ils font des plans 3D de pièces, ils fabriquent. Enfin, voilà. Donc, j'enseigne tout ça. Et petit à petit, en fait, je me suis intéressé vraiment à la psychologie des joueurs pour voir, en fait, moi, comment engager mes étudiants. Moi, mon rêve, c'était qu'ils viennent en classe avec autant d'envie que de se faire une partie de PlayStation. Donc, en fait, j'ai regardé un petit peu ce qu'avait fait Bartel, donc la typologie des joueurs avec le killer, et j'ai transposé en fait tout ça à la pédagogie. Et il en est ressorti voilà, donc des activités qui sont plus judicieuses à mettre en place, par exemple du travail de groupe. Alors après, j'ai travaillé aussi sur la taille des groupes, parce qu'à un moment donné, 6 personnes, enfin 6 étudiants qui ont une vingtaine d'années, sur les 6, il n'y en a que 3 qui bossent, quoi. Donc, en fait, j'ai limité des équipes de joueurs à 3. Donc, j'ai plusieurs en simultané sur une classe de 20 à peu près. J'ai 7 groupes. Donc, du coup, j'ai abattu une cloison entre 2 salles de travaux dirigés. Donc là, j'ai eu de l'argent de la région Occitanie pour faire ça. Et c'est devenu notre Learning Lab avec 7 îlots. Et comme, bon, bien sûr, enfin, moi, j'enseigne sur Nîmes, même si je suis de l'arrière-pays de l'Hérault, originaire. Donc, c'est devenu le Seven Lab, donc le laboratoire donc, expérimental en Seven. Donc, Yes. ça fait un jeu de mots donc, avec des Seven et Seven pour les 7 îlots de travail. Mais... Et voilà, et c'est vrai que, mais dans le lot, bien sûr, il y a certains étudiants qui ont envie de travailler l'autonomie, quoi, de travailler seul, même s'ils font partie d'une équipe, leur donner la possibilité. Et donc, j'ai conçu tout ça, et même actuellement, donc, le jeu que j'ai conçu là, à Kenjam, en fait, il a été breveté. Donc, l'université s'est intéressée de près. Et on est en train de voir maintenant comment diffuser le jeu auprès des éditeurs. Donc, il y a une étape de maturation qui est en cours là, avec la SATT là, avec Celder, là, dans Languedoc-Roussillon. Voilà. Donc, c'est en cours. Ça se met en place petit à petit. Et donc, l'an dernier, j'ai obtenu un financement pour embaucher un ingénieur pédagogique, moi, à l'IUT. Et donc, l'université m'a donné 30 000 euros là, pour équiper des classes, pour développer le jeu et pour embaucher un ingénieur qui est venu en observation dans la salle et qui est venu justement mettre un petit peu un regard extérieur et professionnel, parce que moi, honnêtement, comme la plupart des enseignants et chercheurs universitaires, on est nommé au mois de juin. En septembre, on est lâché dans une fosse où il y a 100 000 bonhommes et on n'a jamais eu de cours de pédagogie de notre vie. Donc, Yes. donc j'ai enseigné comme ça pendant plus de 20 ans, en faisant un peu au feeling. Et ensuite, je me suis entouré de gens, c'est le métier, l'ingénierie pédagogique, et j'ai fait un bon considérable déjà dans les résultats. Avant, je me plaignais que les étudiants n'étaient pas bons, mais en fait, c'était moi qui n'étais pas bon dans ma façon d'enseigner. Je pense qu'effectivement, il y a ce truc-là. On parlait d'utiliser différents leviers, etc. C'est pareil sur la pédagogie. Il y a plein d'approches qui marchent différemment selon les étudiants. Et c'est là, enfin, pour répondre à la question de Cécile aussi, c'est vraiment aussi là où il faut utiliser un peu tous les leviers parce que on dit souvent les profils, vous avez Bartle, vous avez plein de façons de découper qui est motivé par quoi. Souvent, on ne sait pas qu'il y a 20% de ça, 30% de ceci et cela. C'est surtout d'essayer de multiplier les façons d'approcher les gens. On le dit souvent aussi avec les pédagogies, plus par le visuel, du visuel, de plein de types de stimulation, ça marche aussi pas mal. Je ne sais pas, Alexandre, sur la suite après, du coup. Du coup, il nous reste 30 minutes. Je pense qu'on peut essayer de se séparer en 2 ou 3 petits groupes pour justement traiter un petit peu les différentes questions qui sont posées là dans le chat. Je note notamment la question de Vincent sur le storytelling. Il y a une question aussi, je redescends, de Marion, par exemple, sur comment on fait, grosso modo, pour justement déterminer quels sont les leviers qui vont être les plus efficaces ou ce genre de choses. Peut-être qu'on peut se séparer
en deux groupes pour discuter de ça en petits groupes et ensuite, comme ça, on fait une sorte de restitution en plénière. Yes, ça marche. Est-ce que ça vous va? On fait comment on se sépare Selon les intérêts de chacun, c'est ça, en utilisant la fonction rejoindre? Ouais, on va faire ça. Du coup, on garde storytelling et qu'est-ce qu'on garde comme autre hop. Quel levier choisir? Je sais pas. Ou tu veux garder une autre question? J'ai pas de... On va garder les leviers, ok. Ok, bah, du coup, on a deux groupes. Vous pouvez directement rejoindre les deux groupes comme vous le souhaitez, ou si besoin, on peut vous transférer directement dans le groupe que vous préférez, du coup. Donc, on a un groupe qui va discuter plutôt de storytelling, de narration. Est-ce que c'est pertinent dans la gamification ou pas? Est-ce que c'est quelque chose à éviter? Enfin, voilà un petit peu tout ça. Et du coup, une deuxième salle va être plutôt sur comment on fait pour choisir les bons leviers de gamification. Okay. Je vais sur storytelling si ça te va, Alex. Yes, ça marche. Hop. Normalement, vous pouvez rejoindre si ça pose souci. On peut vous déplacer de salle aussi. On a Mickaël avec nous, il va pouvoir. Ouais, j'arrive. Je suis juste en train de faire un truc. Je crée un mural en live pour remettre la question et qu'on puisse brainstormer dessus ensemble. Je crois qu'on se laisse à peu près 20 minutes. Attendez, juste un truc. Ouais, c'est bon, j'ai tout le monde. Hop, je vous envoie un petit lien mural et puis je vais reposer la question. Alors, tac. Hop. Alors, attendez. Beaucoup trop de liens de visio différents ouverts. Si vous voulez, en attendant que tu prépares le truc, moi je peux. C'est fait, yes. Ah, c'est déjà fait. Je peux présenter un peu ma problématique, ça donne carrément, vas-y. Un peu un cadre de jeu. Alors, c'est pour vous dire, hein, c'était genre il y a 2 heures à peine. Ce matin, j'étais en atelier avec une équipe chez Decathlon qui s'occupe des achats. Chez Decathlon, les achats, on parle beaucoup de hashtag subsidiarité. Donc, l'idée, c'est que eux, ce n'est pas un service centralisé qui feront les achats pour vous, mais on rend tout le monde responsable et autonome sur les achats. Par contre, l'idée, c'est de le rendre ludique, rendre les gens autonomes, qui puissent s'évaluer, leur proposer un arbre de décision ou des parcours. Donc, on mêle e-learning et gamification de savoir où je m'évalue et compagnie. Moi, j'ai posé la question de la storytelling parce que j'ai transposé dans l'univers un peu médiéval, peut-être pas tout à fait fantastique. Et en fait, j'ai fait un tour de table en disant, vous prenez pas? Est-ce que vous voulez le jouer? Parce que je n'irai pas tout seul avec vous. Mais et du coup, j'ai écrit une histoire avec une quête d'un héros, avec la métaphore du chef de projet qui est un héros à l'époque médiévale. Donc, la question, c'est, il y a des avantages et des inconvénients. Comment trancher, comment choisir, jusqu'où aller dans le côté storytelling, un peu pas de côté what the fuck. Et moi, j'avais bien aimé au café précédent, Alexandre qui avait dit on peut faire de la gamification sans être dans l'univers ludique, où ça ne se voit même pas, comme LinkedIn. Je crois que déjà à l'époque, il avait donné cet exemple, où LinkedIn vont donner des badges, des niveaux, mais on aura un aspect ultra sérieux. Donc, pas très ludique, mais très sérieux. Mais c'est quand même de la gamification, mais ce n'est pas du jeu en tant que tel. Ce n'est pas hyper sexy. Et donc, j'ai eu le retour de la table des intervenants, mais je me pose vraiment cette question. Je suis convaincu de l'intérêt du storytelling pour adhérer et faire prendre conscience des enjeux, mais c'est délicat en fait à mettre en place dans une entreprise avec une certaine culture et selon les personnes. Yes. Excuse-moi, je n'ai pas compris, Vincent. Là, tu travailles pour Decathlon, c'est ça? Moi, je suis employé Decathlon. Ah ouais, ok. Et tu es parti sur un univers médiéval fantastique qui n'a rien à voir avec la marque. Ah bah on est d'accord, ça n'a rien à voir avec la marque, oui. Ah ok. Et du coup, juste pour vous dire, j'ai mis un lien mural pour ceux qui veulent. Vous pouvez vous connecter, mettre des post-it directement aussi. Et sinon, vous embêtez pas. J'ai pris, là, on a jusqu'à 15, donc ça va être un peu speed. Moi, je partage l'écran et on peut ajouter des post-it aussi directement au fur et à mesure.
Moi, j'avais une petite remarque rapide, c'est que moi, je distingue un peu le storytelling où on nous raconte une histoire et le fait de faire de la narration partagée où on implique l'utilisateur dans la création de l'histoire, ce que les jeux font parfois beaucoup. Les jeux, vous avez les jeux avec les dés, des choses comme ça, où l'utilisateur, on l'implique parce qu'on lui fait raconter l'histoire avec nous. Donc, je vais le noter. Enfin, c'est une piste aussi qui est un peu différente du... Et après, je ne sais pas s'il y a des réactions déjà ou des questions ou des idées tout de suite comme ça. Ah ben, je vois que je suis doublé. J'aurais peut-être une réaction. Ouais, en fait, ma réaction, c'est que l'univers que tu as décrit me paraît très très loin en fait de Decathlon, alors que tu pourrais avoir un univers de jeu très lié à Decathlon, qui est le sport, tout simplement, ou l'aventure, mais moins décalé. Enfin, si je devais aller dans de la narration, dans de la conception d'un univers, je serais plus en lien avec ce qui est véhiculé par la marque elle-même. En l'occurrence, là, tu as un terrain fabuleux, quoi, un terrain de jeu fabuleux, je trouve. Ouais, et pour compléter, moi, je dirais que en fait, ce qui est fort, je crois, avec le storytelling, ou en tout cas l'immersion, c'est d'incarner un héros. C'est d'incarner quelque chose qui est plus grand que nous, etc. Mais du coup, des héros, il n'y en a pas que dans Le Seigneur des Anneaux, effectivement. Tu incarnes Usain Bolt ou suivant le sport, tu incarnes si c'est dans la montagne, tu incarnes un grand alpiniste, si c'est tu vois, on parlait du Vendée Globe là, qui est une compétition qui vient de se terminer. Des héros ou un astronaute. ou un astronaute, c'est peut-être un peu moins Décathlon, mais je pense qu'un sportif de haut niveau peut être un aventurier qui véhicule des valeurs, qui fasse rêver, etc. Et d'ailleurs, je rebondis là, un truc qui m'inspire, c'est, tu vois, Vendée Globe, c'est un événement ponctuel. Tu pourrais tout à fait lier à un moment donné dans ce que tu essaies de promouvoir, quelque chose qui est lié à l'actualité. Je trouve ça hyper motivant, quoi. On va faire le Vendée Globe nous-mêmes pour la direction des achats. Bon, peut-être pas excitant. La fin est peut-être pas excitante, mais du coup, tu colles à une actualité, puis après, ce sera autre chose. Bon, moi, je suis nul en sport, donc je sais pas ce qu'il y a comme événement, mais il doit y avoir d'autres trucs quand même dans le sport, même si. Donc, genre la Coupe du Monde, quoi, les trucs d'Europe, enfin, la Coupe de foot, des trucs comme ça. Ouais, genre. Ouais. Très populaire. Bah ouais. Moi, je rajoutais sur ce que je disais, souvent c'est une question qu'on a dans le jeu sérieux, c'est à quel point on veut décaler ou pas l'univers. Parfois, c'est utile de se décaler quand on est dans des sujets pour que les gens ils divergent un peu ou pour lâcher. Parfois, effectivement, c'est contre-productif parce que du coup, les gens ils disent mais je vois pas le rapport avec ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc, ça peut être ça. Alors Vendée Globe, yes. Vendée, c'est comme la région. Hein. Ouais, mais ça, c'est très joli comme ça aussi. J'aime bien cette reformulation aussi. Ok, tac. Après, est-ce qu'on peut développer un peu cette notion de héros et un peu, j'imagine la team, la communauté de l'anneau, mais déclinée sur autre chose. Il y a des héros et des personnages secondaires. On peut essayer d'imaginer ce qui peut être fait pour toi. Moi, je l'ai fait et en fait, c'est en ça que le côté disruptif. Alors, moi, je l'ai présenté à l'équipe IT Purchase, donc qui est une sous-partie de Purchase for Success, le nom du département de voilà. Et tu as raison en fait, Luc. Moi, en fait, j'y avais même pas pensé parce que c'est trop attendu le sport. Ça veut dire dans toutes nos slides, on voit les mecs en train de, bon, pas à suer non plus quoi, mais en train de porter des Kalenji, en train de taper dans la balle, en train de... Du coup. Eh ben, tu peux peut-être faire, je te coupe, mais peut-être un truc décalé sur le sport, tu vois, Mario, Super Mario, tu vois, avec un. Là, tu as un univers cohérent, associé et décalé. Mario Bros au sport. Mario Foot, ouais, je sais pas quoi. Ouais. Ça existe, un Mario Foot. Mario Tennis, Mario. J'en étais sûr. C'est vrai que ils ont fait des Mario justement en décalant un peu. D'ailleurs, l'univers, ce qui était marrant, c'est que c'était un jeu de foot qui est pas sérieux avec des bonus partout, des trucs qui sautent, etc. Qui est très différent quand vous avez un jeu FIFA qui est très sur essayer de simuler entre gros guillemets quand même, mais qui essaie de plus de ressembler à un match de foot effectivement. J'ai mis un petit touche. Vas-y. Juste avant de refermer la parenthèse sur Mario, j'ai vu des vidéos qui expliquaient tout l'historique de Mario et que Nintendo, en fait, ils voulaient développer genre jeux de foot, jeux de tennis. Et finalement, ça reste des jeux de foot un peu décalés, mais ce qui leur permet de vendre, c'est mettre la licence Mario et des bonhommes connus, etc. Donc, pour eux, Nintendo, c'était dans l'autre sens, en fait. Ils ont mis des personnages connus pour pouvoir vendre
alors que ça n'a rien à voir avec l'univers de Mario. Yes, je note. Je vois qu'il y a des choses qui se rajoutent aussi. Mashup, vidéogame et services achats. On a Paul qui nous dit l'engagement dépend de la maturité du public. Les gens peuvent aimer se projeter ou non dans un univers différent, mais en connaissant bien le public. Ouais, bah oui, en connaissant bien le public, effectivement, on peut voir si c'est efficace ou pas. C'est vrai que c'est vraiment une question souvent à demander en début de projet aussi, d'aller tester sur des utilisateurs. Est-ce que tu as envie de parler de foot ou de sport en passant par un univers médiéval fantastique ou pas? Et c'est vrai qu'on peut avoir l'intuition, nous, de se dire ah bah non, peut-être pas et tout. Et en fait, si ça se trouve, un public ado, il est super content ou pas. Effectivement, c'est la question de comment on va interroger ces utilisateurs. Yes, je vois que le post-it a été rajouté. Inspiration Netflix, Toys, je ne sais pas qui l'a mis, mais yes. Alors, pour ceux qui veulent s'inspirer sur l'histoire des jeux ou des films, là je parle vraiment des jeux, il y a une série documentaire Netflix qui s'appelle Les films qui nous ont fait, mais celui qui nous intéresse là, c'est les Toys That Made Us. Et ils expliquent l'écosystème ou la poupée Barbie ou et bon, ça peut être intéressant. Moi, je sais que j'ai vu celui du Lego uniquement, mais c'est assez inspirant dans la démarche de comment on veut être disruptif, comment on veut avoir un ensemble cohérent. Et moi, la cohérence, c'est un truc qui m'intéresse fortement parce que je n'ai pas envie de faire d'un one-shot et ensuite de reprendre un autre univers. J'ai envie de le filer et j'ai envie d'y aller progressivement pour entraîner les gens. Et c'est ça qui est délicat. Ça veut dire que j'ai eu comme retour ah ouais, mais tous nos e-learning, là j'en ai fait un la semaine dernière, avec ton histoire qui nous emmène vraiment loin, bah, faut tout refaire. Est-ce qu'on a la planche à billets? Et les mecs, ils sont dans l'achat, donc ils le savent. Ouais. Mais est-ce qu'on a les moyens, les ressources pour pouvoir avoir cette cohérence? Donc il y a un niveau, un ajustement à avoir. Mais moi, j'aime bien la remarque de l'engagement et de la maturité. Aussi, comment la mesurer. Enfin, et au final, tu arrives avec une bonne idée et en fait, tu ouvres une boîte de Pandore et en disant bah, peut-être qu'on va pas le faire alors. C'est délicat, quoi. C'est vrai qu'il y a des vraies questions sur la narration. Ça peut être un truc qui bouffe pas mal d'énergie aussi quand on veut alimenter, on veut motiver les utilisateurs par du storytelling. Il faut créer un bout d'histoire. Donc, il y a des façons de recycler des choses. Il y a des façons, je vous mettais le voyage du héros, qui est un outil pour trouver des histoires, qui peut décortiquer pas mal de scénarios de films, etc., qui sont des façons un peu… Les films, ils n'ont pas 15 000 façons de nous amener une histoire. Et souvent, ce qu'on dit aussi, c'est en fait, on a tendance à vouloir faire des histoires hyper compliquées, mais les histoires simples sont parfois celles qui marchent le mieux aussi. Et je pense en particulier en gamification, quand parfois on est déjà sur un système qui fait autre chose, c'est peut-être pas la peine de rajouter une histoire trop complexe non plus, quoi. Et de penser aussi que la narration, je vais le mettre, ça passe aussi par ce qu'on appelle le narrative design. C'est pas que le texte. C'est aussi le son, c'est aussi les images, c'est aussi toute l'ambiance dans laquelle on emmène. Vous avez des choses qui, d'ailleurs, font la narration plus sur l'ambiance que sur ce qu'on vous raconte. Je crois qu'on va être bientôt rapatrié en plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudra restituer rapidement, sachant qu'on pourra l'aider de toute façon, quand on retourne là-bas? Vincent, je crois que Vincent. le sujet. Ah ouais, il faut que j'assume. Hein. Ouais, d'accord, pas de Yes. problème. Je vais voir. pourrais utiliser Mural là Ouais, je projetterai du coup le mural pendant. Et on remettra le lien, effectivement. On va mettre le bon zoom. Et je resterai dessus, donc ça sera bon aussi pour moi. Ouais, pas de problème. Yes, je pense qu'on devrait se faire rapatrier. Je crois que c'est Alexandre qui a la main là-dessus. Merci en tout cas. C'est cool. C'est riche. Après, moi, j'ai souvent le débat de est-ce que… en fait, apparemment, c'est à moi de ramener tout le monde. Je vais faire ça, mais… Garde ton idée, parce que ça nous intéresse. Ce qui est difficile souvent… Oui, ce que j'allais dire, c'était que, en fait, je me rends compte aussi, moi, je fais pas mal de jeux de rôle, qu'il y a des gens qui aiment bien plus avoir une histoire et être porté par, et il y a des gens qui aiment bien être impliqués dans la création de l'histoire. Il y a des gens que ça fatigue de créer l'histoire avec. Oui. Donc, c'est vraiment des goûts différents aussi.
Donc, c'est la différence que tu fais entre narration partagée et storytelling. Ouais, C'est ça. parce que le storytelling, ça reste un outil très audience et descendant pour moi. C'est pas forcément, c'est plutôt on vous raconte une belle histoire, on vous embarque dedans. Hmm. Je pense qu'on va pouvoir retourner au groupe global. Si vous voulez, vous pouvez faire quitter la séance, comme ça on va voir s'ils sont déjà là ou pas. Alors, quitter. De toute façon, si vous ne l'avez pas fait, dans 15 secondes, vous allez être rapatrié de force. D'accord. Merci. Bon, on en avance, je crois. Yes. Bon, bah, donc dans 10 secondes, tout le monde va être rapatrié. On va commencer. Donc, je vais commencer à partager mon écran, je pense, comme on est assez serré sur le timing. Yes. On Hop. prend 5 minutes par groupe. Yes. Et bah, du coup, Vincent, si tu veux y aller, si tout le monde voit bien l'écran, là, normalement, je crois que c'est bon. Il faut juste le micro, je pense. Ok, si tout le monde est là, on peut commencer. Donc, on a commencé avec un input super intéressant de Michael qui disait, bah, en fait, il y a la narration partagée et il y a le storytelling. Storytelling, tu es plus dans l'audience, top-down. Tu suis une histoire qui se déroule et qui a été créée pour toi. Et la narration partagée, c'est l'écriture à 4 mains, comme le piano, où chacun y va de son personnage, de son aventure, de son ressort scénaristique. Moi, ma problématique, comme je l'ai exposé, c'était le sport. Donc, on va parler un petit peu de sport. Alors, pourquoi le sport? En fait, non. Ma problématique, non, c'est même pas le sport. Je travaille chez Decathlon. Mais justement, est-ce que je dois prendre un sportif, un aventurier ou un héros? Moi, je suis parti sur un univers du héros pour être vraiment en décalage avec ce que les gens connaissent déjà. Et ce que je disais, c'est que le mec qui fait de la plongée ou de la boxe ou du vélo, il est archi connu. Après, j'aime bien l'idée de créer soit un événement qui existe déjà, le Vendée Globe, de le reprendre, de jouer sur l'actualité comme ça a été donné. Donc, il y a vraiment l'idée de quelle distance je prends avec l'univers que je crée, ou est-ce que je récupère celui de l'entreprise, ou voilà, est-ce que je fais un pas de côté? Moi, ce que je cherche, c'est de responsabiliser les gens, de faire un call to action. Tu t'inscris à des formations, tu suis des trucs, tu te fais de l'auto-évaluation, tu essaies de planifier ton projet informatique, tu essaies de gérer tes achats. Ce qui peut être vu comme une contrainte. Et moi, je voulais le montrer comme une fierté avec l'idée de badge, de trésor, enfin voilà. Donc le mashup, il est vachement intéressant. Se dire, on peut mélanger du sport, du vidéo game et le service achat. Moi, je sais qu'il y a le service achat. Il y a un autre univers si on rajoute du sport, parce que j'aimais bien l'idée aussi de foutre Mario au sport. Après, en fait, c'est déjà fait. De mettre Zelda au sport. Enfin, j'en sais rien. Donc voilà. Après, Paul a eu une très bonne question sur, pour moi, l'engagement dépend aussi de la maturité du public. Les gens peuvent aimer se projeter ou non dans un univers. Et ça, c'est ce que j'essaie de sonder. Un tour de table en 1 heure, enfin, en 5 minutes, ce n'était pas suffisant. On a essayé de consolider. Est-ce qu'on doit le tester auprès des interviews qui sont prévues dans notre méthode du design à voir aussi? Est-ce que tu es preneur? Mine de rien, il y avait dans l'assemblée un mec qui est vachement Star Wars et Lego, d'après ce que m'a dit mon interlocutrice sur le projet. Et elle m'a dit, bah, en fait, lui, il est jeu, mais c'est sa vie privée. Dans le boulot, en fait, finalement, il est cartésien. Donc, il était en mode, bah ouais, peut-être, mais je ne suis pas sûr. Et là où on pensait que ça allait être le premier motivé. Voilà. Notion de décalage, d'adhérence, on l'a vu. Jeu de foot Mario, on utilise des personnages connus pour vendre le sport. Donc là, on doit vendre du service achat, donc pas du sport directement. L'idée d'inspiration des univers, alors ouais, le Monopoly, elle est revenue là-dessus de Mario Kart, de Mario Bros avec des mondes différents, parce que les mondes, c'est la sécurité, la compliance sur les jeux de données privés. Enfin, il y a plein de problématiques annexes à un achat IT que je découvre. Donc, j'aime bien l'idée de Monopoly ou trajet, alors peut-être pas de loi, mais enfin, des différents mondes. Jouer sur la nostalgie. Ensuite, outils ou inspi, dans la catégorie rose, on a l'outil voyage du héros, écriture de scénario. Donc, il faudrait que je le teste. Je ne le connais pas, donc à creuser. Moi, j'arrivais avec une proposition de l'idée d'inspiration. Il y a une série documentaire Netflix, Toys That Made Us, avec un E, Made, sinon c'est pas ça.
La narration, ce n'est pas que le texte. Ah oui, et là j'ai ajouté, ouais, il y a le champ lexical, il y a l'iconographie. Comment tu arrives à distiller de manière assez sobre pour rester dans le monde du travail, peut-être. Peut-être que c'est plus facile avec les étudiants, Laurent. Peut-être que, au fait, non, il y en a qui n'adhèrent pas du tout. Ça, j'ai pas l'expérience pour pouvoir, voilà. Alors, c'est sûr qu'on met toujours un peu sa crédibilité en doute. Il y a une équipe qu'on emmène avec soi sur l'idée d'aller faire du storytelling ou de la gamification. En tout cas, j'ai l'aval du responsable de la boîte sur le département de dire oui, on veut créer un électrochoc, une onde de choc. Donc, il y a un truc à travailler. Mais effectivement, c'est toujours une question d'équilibre, de balance. Est-ce que j'ai oublié des post-it? Non. Paraît pas mal. Hein. Puis bon. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, mais il y a peut-être aussi un autre groupe avec. Ouais, on va passer à l'autre groupe, je pense, et se laisser les questions sur le timing. Je pense que sinon, on va être short. Ouais, go. Yes, nickel. Bah, du coup, nous, on a plutôt discuté finalement à la fois de l'usage de la compétition et donc de quel levier choisir en général sur les projets de gamification. On n'a pas utilisé Mural, mais Laurent, peut-être que tu veux commencer un petit peu par résumer nos échanges, puis après. Oui, alors, on a pas mal échangé. Alors, c'est vrai que on a parlé aussi donc, du fait que jouer, ça peut vouloir dire gagner, mais pas toujours. Parce que, bon, voilà, le problème, c'est ça, c'est que des fois, l'esprit de compétition, justement, moi, les étudiants, certains l'ont, d'autres pas. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que sur les 120 étudiants, je n'ai que 10 filles. Donc, c'est une formation, voilà, c'est du génie mécanique. Voilà. Par contre, les 10 filles, ce sont des locomotives. Quoi. Elles sont là vraiment pour devenir ingénieurs. Elles en veulent vraiment. Du coup sur certains aspects, ça met la honte aux garçons. Quoi. Et je m'appuie là-dessus. Je leur dis, mais tu n'es pas foutu de le faire, tu as peur. Je ne sais pas, par exemple, sortir d'une pièce d'un four qui est à 900 degrés, même avec les gars, mais il y a certains garçons qui ont une appréhension, alors que les filles, voilà, il faut le faire hein, sans souci. C'est anecdotique, mais bon, c'est... Alors après, c'est vrai que donc, ce côté compétition, tout le monde n'en adhère pas. Et on se demandait aussi justement quels étaient les leviers qui faisaient que dans certaines situations, on va s'engager plus ou moins dans le jeu, si c'est le jeu qui est mis en place. Moi, par expérience, je sais que j'essaie de mettre en place des choses qui favorisent le team building, hein, essayer soit de regrouper déjà des étudiants qui sont des fois du même lycée d'origine, ils se connaissent un petit peu, donc déjà ça favorise hein, parce que même avec des activités de type icebreaker, voilà, ils sont jeunes, ils sont timides, il faut tomber des barrières, c'est pas facile. Et surtout, moi je vois, je me suis appuyé surtout sur donner du sens dans toutes les activités que je propose. Il faut annoncer, il faut vraiment faire de la pédagogie sur qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, avoir des règles vraiment bien précises, avoir épuré un maximum des règles et s'appuyer des fois sur des mécaniques de jeu qui sont intuitives. Moi, j'ai justement, comment dire, j'ai contourné par exemple le fait de ne pas utiliser de la technologie parce que déjà, des fois, ils ne sont pas équipés. Nous, la salle, la borne Wi-Fi, elle est loin du bâtiment central. Donc, on a des problèmes de connexion. En plus, mon Learning Lab il est proche des ateliers de soudage. Donc, chaque fois qu'il y a un TP de soudage avec des interférences, c'est mort, j'ai plus de Wi-Fi. Donc, c'est comme ça que j'ai développé donc, des jeux de cartes, des jeux de plateau et des jeux de rôle. En plus pour gagner du temps parce que voilà, je programme, je fais mes designs sous la tech. Donc, pour moi, c'est assez facile à faire. Je trouve ça plus souple que de programmer vraiment un jeu ou de s'habituer à une interface qui ensuite évolue, les systèmes évoluent. Enfin, voilà, il faut tout refondre à chaque fois. Alors que là, je suis maître de ce que je veux faire.
Et je m'appuie aussi beaucoup sur le côté créatif, puisque c'est ce qu'on attend, nous, des concepteurs, hein, les concepteurs mécaniques, c'est qu'ils développent leur créativité et aussi l'autonomie. Voilà. Mais dans du travail de groupe. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé les échanges qu'on a eus. Vraiment. Et je répondais aussi que c'était un peu difficile de garder tous les échanges sur le petit créneau qu'on avait. Donc, je vous enverrai, si ça vous intéresse, aussi l'outil que nous on utilise pour essayer justement de représenter ces différents leviers et de choisir lesquels on va tester du coup sur un projet de gamification. Il nous reste du coup 3 minutes. C'est l'occasion en tout cas de vous dire merci d'avoir participé à cet échange avec nous sur la gamification. Ça nous fait très plaisir de voir que on peut aussi discuter, partager nos pratiques, ce genre de choses, c'est plutôt cool. Si ça vous intéresse, on a créé une communauté sur Slack qui permet justement de continuer un petit peu toutes ces discussions. Je vous envoie le lien dans le chat directement. Hop. Si vous avez envie de nous rejoindre, c'est l'occasion de continuer à échanger, partager des ressources, etc. Mais c'est aussi par exemple l'occasion, comme on l'a fait avec Adrien, de travailler sur des petits projets sympas comme une étude de cas, ce genre de choses. Donc si vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Une question qu'on se posait aussi, que je vais vous partager du coup dans le sondage, c'était si vous avez préféré ce nouveau format par rapport au précédent. Alors, si vous n'avez pas vécu le précédent, c'est pas grave, il faut juste dire que c'est un format où on avait préparé des questions et à tour de rôle avec Mickaël, on y répondait. C'était quelque chose qui était un peu plus descendant. C'est histoire de savoir si vous n'avez pas spécialement de préférence. Je pense qu'on alternera un petit peu en fonction des sujets à aborder et de vos retours. Yes. Et puis sinon, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. On reste à quelques minutes. Moi, je peux déborder un petit peu aussi si besoin, s'il y a des gens qui sont inspirés. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne pourront pas. Je vois pas de qui tu parles. Juste pour vous remercier, et aussi Alexandre, j'ai regardé un petit peu tes cartes, elles sont super, et je suis content parce que j'étais un peu comme M. Jourdain, j'ai fait des choses sans savoir que ça s'appelait comme ça. J'ai réussi avec tes cartes à mettre des mots sur les facettes de mes jeux que j'avais mis en place. Trop cool. Donc, je pense qu'on pourra faire un retour d'expérience là-dessus, que ce soit sur tes jeux ou sur comment justement tu vas concevoir les prochains. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Et puis je vais en parler dimanche matin. J'allais dire, on l'a mis dans événements dans le Slack, mais il y a un salon qui s'appelle Énigmatique qui est ce week-end et où on est plusieurs à être présents ici à présenter des choses. Mais effectivement, il y a pas mal de conférences sur plein d'usages du jeu en milieu pédagogique. Ouais, complètement. Voilà. Je ne sais pas si le sondage est parti, Alexandre, ou pas. Moi, je ne le vois pas. Ouais, Okay. non, c'est moi qui suis puni alors. Ici. C'est ça. Donc, on a quand même 42% de je préfère ce format d'échange collectif. Ok. Et 25% qui aiment bien les deux formats. C'est cool. De toute façon, du coup, il y aura forcément un nouveau café de la gamification dans un mois. Et il y aura peut-être d'autres formats entre-temps pour compléter tout ça. Ouais. En tout cas, merci à tous. Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir couper là. Moi, je file assez vite. À plus. Merci. Merci. Merci à tous. Bye.